Denia Chebli, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que l'intervention française au Mali est un échec ? Alors je le dis pour plusieurs raisons. La première, c'est que le premier objectif de l'intervention française, c'était d'éradiquer les mouvements islamistes qui sont très présents encore à l'heure actuelle. Et la deuxième, c'était recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Et on voit qu'à l'heure actuelle, l'État malien vit plutôt une souveraineté par procuration, par le biais de la MINUSMA et des différentes institutions qui l'appuient. Quelque chose qui est très critiqué au Mali par de nombreux citoyens. Sur le plan militaire, vous dites que l'armée française a essayé de s'appuyer sur les renseignements fournis par les habitants, mais que ça ne marche pas. Alors, une des techniques les plus utilisées par l'armée française, c'est le renseignement humain. Pour savoir à qui s'attaquer et où sont déjà les caches des islamistes, qui a collaboré avec les mouvements islamistes au moment de l'occupation. On prend les gens de manière individuelle pour les interroger. On peut très vite imaginer que dans une situation déjà conflictuelle, ça peut être dénoncer son voisin, dénoncer un membre de sa famille, ça peut être un moyen de régler des comptes. Ça crée énormément de suspicions entre les habitants. Et le deuxième problème, c'est que les habitants qui ont collaboré avec l'armée française n'ont pas bénéficié de protection sécuritaire de l'armée française. Du coup, il y a eu énormément d'assassinats ciblés, de représailles, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les habitants hésitent énormément à collaborer au niveau des renseignements avec l'armée française. Et vous dites qu'un certain nombre de gens préfèrent renseigner les islamistes que les Français, c'est ça ? Alors disons que clairement, il y a plus de bénéfices à renseigner les islamistes, puisque pour le coup, on obtient une sécurité, aussi souvent un petit véhicule et d'autres biens tels que des médicaments ou l'accès à une petite école islamique, etc. À partir du moment où les personnes qui sont suspectes de renseigner les Français risquent d'être décapitées, risquent d'être égorgées, est-ce que ce n'est pas difficile de toute façon pour les habitants de parler avec des Français ? C'est ça, tout simplement c'est ça. Donc là c'est une politique de terreur des islamistes qui produit ses effets. Oui, puisque c'est ne pas collaborer avec ce qu'ils appellent le mécréant. Vous dites qu'un certain nombre d'habitants des grandes villes, comme Tombouctou, regrettent l'époque de l'occupation islamiste. Alors, pour des raisons malheureusement très concrètes, en fait, qui sont des raisons sociales et politiques, c'est-à-dire que les islamistes ont apporté des services sociaux, comme par exemple la mise en place de transports en commun, la suppression des taxes, des impôts, une forme de justice accessible et compréhensible pour les habitants, ou l'accès à l'hôpital, aux soins gratuits, aux médicaments gratuits, qui sont des services sociaux de base qui étaient très peu fournis par l'État malien. Et à l'heure actuelle, dans les zones rurales, les mouvements islamistes sont les seuls à fournir ce genre de services. Alors vous vous fondez sur des témoignages que vous avez recueillis sur place ? Oui. Mais quand les Français de Barkhane sont entrés dans Tombouctou, Gao, en février 2013, est-ce qu'il n'y a pas eu des scènes de liesse populaire ? Si, complètement. C'est pour ça que c'est des situations très complexes, très délicates. Ça fait penser un peu aux ex-pays communistes où, par exemple, si on va en Roumanie, les gens peuvent nous dire maintenant on a la démocratie, on se sent libre, mais par contre on peut plus manger, on n'a plus de travail. C'est ce genre de situation en fait très délicate auquel on doit répondre en tant qu'individu. Avez-vous rencontré des gens dont le cerveau était coupé en deux ? D'un côté ils regrettent, de l'autre ils sont soulagés ? Oui, même si pareil, c'est toujours plus complexe que ça. Je pense que les gens attendent que l'État malien soit en capacité de fournir ses services sociaux de base. Et oui, on pourrait dire ça, que les discours sont très nuancés. Mais n'est-ce pas justement à cause de l'insécurité créée par ces islamistes que l'État malien ne peut pas apporter l'éducation, la santé comme il devrait pouvoir le faire ? À l'heure actuelle, oui, sauf que avant le déclenchement du conflit, les services sociaux de base n'étaient pas apportés dans tout le pays. L'attaque armée, par exemple, le 15 octobre dernier, du siège du Comité international de la Croix-Rouge à Kidal, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il y a chez les groupes armés une stratégie du chaos pour empêcher les services publics de pouvoir produire leur effet ? Alors ça, c'est des enjeux très locaux. Il faudrait être sur place à Kidal pour savoir qui tenait ce centre, quel était son rôle politique dans la ville. Et c'est difficile de parler d'une politique du chaos, ce serait vraiment caricatural. Vous dites que les Français sont considérés comme une force d'occupation par beaucoup de populations du Nord. Mais à Bamako, est-ce qu'on ne dit pas exactement le contraire ? Et est-ce qu'on ne reproche pas aux Français d'être trop proches de ces populations du Nord et notamment des Touaregs du MNLA ? Oui, en fait, de chaque côté, la France est considérée comme l'émissaire caché de l'ennemi. Parmi les témoins que vous citez, Denia Chebli, il y a une jeune femme d'Aguelok qui déclare « Les islamistes ont fait plus de choses pour la population que le Mali ». Mais du temps de l'occupation djihadiste, est-ce que cette jeune femme avait le droit de sortir sans voile ou de sortir avec un homme qui n'était ni son mari ni son père ? Alors, cette jeune fille a été pour la première fois de sa vie enseignante sous l'occupation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses très étonnantes. Il y a eu énormément de négociations aussi de la population avec les mouvements islamistes. Et c'est vrai que je pense qu'il faut regarder
regarder ça avec moins d'a priori, avec moins nos filtres moraux occidentaux qui nous permettront de comprendre la situation dans toutes ses nuances. Parce que effectivement, il y a eu des atteintes aux libertés de la femme. Je pense absolument pas que les islamistes soient la solution au Mali. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que l'intervention purement militaire nie énormément les pans sociaux et politiques de cette crise. Et quand cette jeune fille me dit ça, elle me le dit aussi sous le ton de la provocation pour me faire comprendre quelque chose, moi, en tant qu'occidentale, qui justement lui renvoie à peu près les mêmes questions que les vôtres. Dénia Chebli, merci.